Et bonjour à toutes et à tous. Huitième numéro de Genius by RLM. Je réponds à toutes vos questions sur Apple. Un choix de configuration, un problème technique, une question sur les coulisses d'On refait le Mac. Bref, chaque semaine, je réponds à toutes vos questions que vous vous posez et que vous pouvez me poser directement dans les commentaires de YouTube, via le Twitter d'On refait le Mac également, @On refait le Mac, et par mail, contact@onrefaitLemac.com. Donc n'hésitez pas à me poser également en direct. Nous sommes en direct cette semaine. Vos questions via le chat que je suis en train de regarder là sur notre chaîne Genius, une chaîne Genius by ORLM de On refait le Mac. Une spéciale Genius donc cette semaine pour tenter de répondre à toutes vos questions concernant bien sûr les annonces d'Apple cette semaine, les iPhone 14 notamment, les Apple Watch, sans oublier les AirPods Pro. Donc posez-nous vos questions dans le chat. Et on commence déjà par une question qui a été posée sur Twitter. Elle est signée Laurent DE. Je lis. Qu'est-ce que nous dit Laurent? Bonjour, nouvelle version très réussie, surtout pour les pros. Ils partent de l'iPhone 14, mais des experts des domaines de la finance, économie, pourraient-ils expliquer pourquoi 1000 dollars US égale 1329 euros en France et non 1200 euros avec 20% de TVA? Je veux bien accepter l'augmentation si je la comprends. Effectivement, c'est une question récurrente que vous nous posez depuis mercredi soir. Le thème du prix pratiqué par Apple est bien sûr le thème le plus discuté. Alors que les tarifs aux États-Unis n'ont pas bougé d'un centre, ils s'envolent en France carrément. Alors pour comprendre, il faut rappeler une variable dans le calcul d'un prix, c'est celui du taux de change. L'euro n'a jamais été aussi bas face au dollar. Il ne cesse de se déprécier ces derniers mois et notamment depuis le début du conflit en Ukraine. Donc non, 1000 dollars ne correspond pas à 1000 euros, mais moins en fait, puisque l'euro s'est déprécié. Donc reprenons l'exemple de l'iPhone 14 Pro. Il est vendu actuellement 999 dollars, soit 991 euros au cours actuel. Donc à ce prix, il faut ajouter la taxe sur la copie privée, et oui, il faut y penser, propre à la France, soit 14 euros. Donc le prix total hors taxe est en fait de 1005 euros. Donc ça fait, si on rajoute la TVA, 20%, 1206 euros TTC. Le problème, c'est qu'Apple, effectivement, vend en France son iPhone 14 Pro. Je vais me connecter sur le site d'Apple comme ça en régie, si vous voulez montrer le prix. Mais quoique les prix, je ne suis pas sûr qu'ils soient pas encore affichés. Je crois que c'est que cet après-midi. Non, on les aura plus tard. Mais vous les avez là, formidable. En France, le prix est de 1329 euros. Alors, donc Apple se mettrait dans la poche, au passage, 123 euros. Alors, à quoi correspond cette différence? Apple officiellement justifie l'écart de prix par les frais marketing et de régionalisation, mais ça ne coûte pas 9% du prix de vente de régionaliser un produit, s'il ne faut pas exagérer. Surtout quand on vend des centaines de milliers d'exemplaires d'iPhone 14 Pro, comme il va s'en vendre cette année en France. La vraie raison de cet écart tient à la politique de couverture de taux de change d'Apple. Apple, en clair, se couvre en cas de retournement monétaire et de forte baisse du dollar. Il a peur que, évidemment, le dollar baisse subitement et que ses prix, ils perdent de l'argent en matière de marge. Quand on voit les taux de marge d'Apple, on peut sourire. Le problème, c'est que ce sont les consommateurs français, vous l'aurez compris, européens, qui le financent. Et il faut bien avouer que la couverture est vraiment exagérée, car la durée de vie d'un iPhone n'engage pas Apple sur plusieurs années, c'est maximum 1 ou 2 ans. C'est pas comme si on vendait un Airbus et qu'au bout de 2 ou 3 ans, le prix ne représente plus rien. Donc, ce qu'il faut dire, et c'est bien vrai, Apple marge en plus en Europe et marge sur le dos des Européens plutôt que de augmenter les prix aux États-Unis. Et ça, Monsieur Cook, c'est pas bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Je regarde en même temps sur le YouTube de On fait le Mac. Ouais, non, mais bien sûr, Stéphane Auribeau, 210 euros d'augmentation pour l'iPhone 14 par rapport au 13. Le taux de change n'est pas la seule justification. Non, non, il y a Apple marge sur le dos des Européens, des Français, c'est clair. On prend quelle couleur pour les pros cette année? Ben ça, c'est un choix. C'est à vous de voir, c'est le choix des couleurs. Le prix, il me dit Fredless, le prix du prochain iPad Pro risque de faire mal. Bah, tous les nouveaux prix, en fait, on se faisait la réflexion avec Laurent Pantanach, notre spécialiste de la taxe Apple notamment. On se faisait la réflexion, je vais peut-être essayer de zoomer, je ne sais pas si ça va marcher, non, ça ne marchera pas. On se fait de la réflexion avec Laurent de la taxe Apple, comment elle fonctionne. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à chaque nouveau produit, Apple augmente ses prix. Il est plus intéressant d'acheter des anciens produits d'Apple parce qu'Apple n'a pas fait l'augmentation de prix. Et j'ai bien peur, effectivement, que tous les futurs produits, Apple ait tendance à augmenter les prix. Est-ce qu'Apple ferait abstraction, nous dit Patrick Veilla sur le chat d'On refait le Mac,
C'est clair que oui, malgré leur communication, croyez-vous à l'avenir d'Apple sur ce thème? Il y avait, c'est compliqué comme discours parce qu'effectivement, Apple, depuis, et je me souviens il y a très longtemps, avoir participé à un lancement d'iPod à San Francisco et que Greenpeace avait bloqué l'entrée du Moscone Center en disant qu'Apple n'était pas green à l'époque, ce qui était vrai, parce que les produits étaient en plastique, et que Steve Jobs à l'époque avait très mal vécu la chose, puisque c'était un hippie à l'origine et qu'il était très proche des idées d'un Greenpeace. Et depuis ce jour-là, Apple, et sous la pression d'un Steve Jobs, vraiment fait un effort particulier pour greener, entre guillemets, Apple, et faire en sorte que les composants qui constituent les Mac à l'époque passent du plastique à l'aluminium, du verre plutôt, et mettre en place un cycle de recyclage. On le voit, Apple communique énormément chaque année autour de ses keynotes et ses Apple Events sur le fait que les produits sont de plus en plus green. La vraie question qu'on peut se poser, c'est si vous voulez vraiment avoir une planète plus green, est-ce que c'est raisonnable de sortir un produit chaque année? Effectivement, si on sort un produit chaque année, on amène les gens à en changer. Et donc, ce n'est pas de l'obsolescence programmée, mais ça produit du CO2, et c'est le propre de la société de consommation. Le problème, c'est qu'Apple n'est pas une société qui est là pour la préservation de l'environnement. C'est une société qui est là pour vendre des iPhones. Et c'est là l'ambiguïté. Elle a son discours de dire on veut changer le monde, mais derrière, chaque année, elle a des actionnaires et elle doit vendre de plus en plus d'iPhones, sinon Tim Cook, il est viré. Donc il y a effectivement une branche sur laquelle est assis Tim Cook et il doit scier et à un moment donné, il doit s'arrêter parce que ce n'est pas son rôle. Alors il faudrait que l'ensemble des constructeurs de smartphones se mettent d'accord ou qu'il y ait des règlements en disant voilà, on ne peut pas mettre à jour son iPhone tous les ans. Mais on ne peut pas réglementer ce genre de choses. Donc c'est là où l'ambiguïté atteint son maximum. Il y a un discours marketing. Apple fait des efforts en matière de green, c'est vrai, plus certainement que d'autres constructeurs de la tech, parce qu'elle est plus regardée, elle est en première ligne, elle est véritablement dans l'œil du viseur, c'est la vitrine aujourd'hui de la tech mondiale. Et donc dès qu'il y a un scandale, c'est eux qu'on va mettre en avant. Et d'un autre côté, c'est une boîte capitaliste qui est là pour vendre des téléphones. Donc ils peuvent pas. Voilà, la vraie question, elle est là. Et c'est là où il y a l'ambiguïté, sans parler de la consommation de CO2 liée à l'usage des iPhones, qui ne sont pas calculés, bien sûr, au moment où on fait ces chiffres et présentés dans les slides. La construction, c'est une chose, mais l'usage, chaque fois que je vais sur Netflix, chaque fois que je vais sur Apple Music, j'utilise des serveurs, du cloud, et j'en passe, et des meilleurs, et forcément, c'est de l'énergie qui est utilisée. Je suis intéressé par la Watch Ultra, mais je suis chez Free. Est-ce que provisoirement, l'Ultra peut marcher comme une simple watch GPS liée à un iPhone? Oui, bien sûr. Le fait d'avoir la 4G est une option. Le GPS n'est pas du tout lié. Vous pouvez avoir votre montre sans ligne eSIM, parce que c'est une eSIM sur la montre d'Apple. Elle fonctionnera et surtout si vous avez votre téléphone avec vous, alors ce qui est un peu plus compliqué à transporter si vous faites de la randonnée, mais parce que c'est lourd, mais voilà, vous pourrez utiliser la ligne de votre téléphone si besoin est, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, alors, il y a une question de David Alexandre. Il aurait dû, donc j'imagine, Tim Cook, garder un modèle mini sur l'iPhone 14 pour proposer un iPhone 14 à moins de 1000 euros pour un public plus large. C'était l'astuce marketing, l'astuce tarifaire qu'avait convenu à Apple l'année dernière, et même il y a 2 ans lorsqu'ils ont sorti l'iPhone 13 mini et l'iPhone 12 mini, de faire en sorte effectivement de le vendre 100 euros moins cher que le prix normal. Et effectivement, là, on voit qu'il y a un fossé qui se creuse, sachant que quand même, il y a toujours des iPhone mini au catalogue, du moins pour le moment. Alors, même chose pour l'Apple Watch Ultra, question de Med Scali sur le chat, qui est moins cher que la Garmin Fenix 7 et Pix 2 aux US, alors qu'elle est beaucoup plus chère en Europe. Oui, donc c'est toujours la même chose, hein. Le taux de change, Apple se couvre de manière exagérée. Sur l'iPhone 13 Pro, vous avez vu qu'il y a un écart de 9%, c'est considérable. D'après vous, quel iPhone se vendra le plus, le 14 ou le Pro? Chaque année, c'est plutôt la version moins chère qui se vend le plus. Ce n'est pas un scoop. Donc le 14 devrait se vendre plus cette année. Mais la vraie question qu'il faut se poser cette année, si vous voulez changer d'iPhone, parce qu'après tout, ce n'est pas parce qu'Apple sort un iPhone que on va être, pour revenir sur l'idée de l'environnement, qu'il faut obligatoirement mettre le pistolet sur la tempe de ses consommateurs pour les changer. Apple est conscient qu'en moyenne, les gens changent leur iPhone tous les 3 à 4 ans. Donc, c'est une réalité. Donc, si vous avez besoin cette année, ça fait 3-4 ans que vous avez un Android ou un iPhone et vous voulez changer, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter un 14 ou un 13?
un 13 Pro ou un 14 Pro. Parce qu'avec l'augmentation de prix due au taux de chance qui n'a pas été opéré sur les modèles anciens, le 13 Pro, il est quand même assez intéressant, même s'il n'a pas les dernières avancées, par exemple. Il n'a pas le système par satellite, mais il est réservé aux États-Unis, donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Et si vous n'avez pas des exigences hyper pointues en matière de photos, on fait quand même de très belles photos avec le 13 Pro que j'utilise moi au quotidien. Et puis, accessoirement, hein, j'ai installé la bêta d'iOS et ça lui donne vraiment un coup de jeune, cet iPhone 13. Donc, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt acheter cette année un iPhone 13 Pro plutôt qu'un iPhone 14, par exemple. Voilà, parce qu'on a un vrai modèle Pro avec notamment 3 objectifs. Pourquoi pas un SE format mini pour les prochaines générations? C'est la question qu'on se pose depuis des années. On sait qu'Apple aurait pu abandonner ce form factor avec de l'iPhone SE avec ce fameux bouton Touch ID que tellement de gens apprécient parce qu'effectivement, voilà, on appuie avec le pouce et on oublie. Mais ça reste un modèle hyper basique, hyper produit depuis des années, dont les chaînes de production sont amorties. Et donc, ils peuvent se permettre de faire, entre guillemets, un iPhone un peu, pas low cost, parce qu'il vaut quand même 500 €, il ne faut pas exagérer, mais dont le coût est amorti et ça leur permet de rogner un petit peu sur leur marge. Le fait, s'ils choisissaient demain de sortir un iPhone mini SE, ils seraient obligés de mettre un écran OLED plutôt qu'un écran LED. Et là, que le prix, boum, il va prendre d'un coup 150 $. Et voilà. Donc, si Apple veut respecter ses critères de marge, ils sont victimes, en fait, quelque part, quelque part prisonniers de leurs critères de marge. 30 à 40% de marge brute, c'est considérable pour une marque comme de tech, et c'est plus qu'une marque de luxe comme Louis Vuitton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bref, aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir ce produit-là à un tarif de l'iPhone SE. Bien sûr, ils pourraient, mais pas en respectant la marge qu'ils s'édictent. Il faudrait qu'ils rognent sur leur marge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre option, et c'est pour ça que la rumeur, à un moment donné, souvenez-vous, a ressorti la rumeur comme quoi Apple ressortirait l'iPhone XR en lieu et place de l'iPhone SE. L'iPhone XR, lui, avait un écran LCD bord à bord, mais un écran LCD qui coûte bien moins cher qu'un écran OLED, et ça aurait été une piste intéressante. Moi, je trouve qu'il serait temps qu'Apple fasse ce choix-là, au moins d'un écran OLED bord à bord, plus de Touch ID pour harmoniser les usages et plus de Face ID. Euh, euh, alors, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Prenez le 13 Pro, nous dit X Darko, vous ne serez pas déçu, c'est vrai. Les prix des iPhone 13 et 13 Pro vont-ils baisser? Mais ils baissent déjà. Tout l'été, il y avait des promos. Hier, notre ami Didier Policani sur Mac Forever a fait un live où il a mis en avant des promos sur Amazon. Soyez attentifs, évidemment, les prix baissent. Il y a une concurrence qui est là. Et profitez-en. Moi, je conseille toujours Et puis, il y a le refurb d'Apple également, qui avec l'arrivée des 14 Pro, va se garnir. Le refurb, vous savez, c'est le Refab Store, c'est la boutique d'usine d'Apple, hein, où ils revendent les invendus, les promotions, les produits qui ont été rendus par Apple et qui sont garantis. Il peut y avoir entre 5, 10, 15 jusqu'à 20% de remise, donc c'est une belle affaire. Une question concernant... alors, je lis, parce qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, vous parlez d'acheter un iPhone 13 Pro un peu moins cher que les prix officiels de l'année derrière sur les sites type Fnac, Amazon. Et tout à fait, il y a des promos constamment sur Amazon. Soyez attentifs. On n'est pas sponsorisé par Amazon, mais c'est un des revendeurs qui serait susceptible de proposer des remises. Salut Olivier, est-ce que le détourage et la réactivité sur les portraits a été amélioré sur les iPhone 14 Pro? Ça, très honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce qu'on ne l'a pas encore eu en main. On l'aura, j'espère, en main dans quelques jours. Et là, je pourrais vous répondre. On fera un live dès qu'on les reçoit. Et puis surtout, on fera une émission spéciale, un premier verdict, jeudi prochain, si Apple peut nous livrer en temps et honneur. Comment fait-on pour proposer des iPhone 14 avec la version finale d'iOS 16, alors que la fabrication et donc la mise à jour en carton commence en juillet et qu'iOS 16 est toujours en bêta à ce moment-là? Question du Human. Alors, c'est une question qu'on nous a déjà posée il y a quelques semaines dans cette émission. Et j'avais déjà posé cette question à mes contacts chez Apple. Et d'après eux, non, Apple n'a pas développé de technologie révolutionnaire sans fil pour simplement, à distance, installer iOS 16 au moment où il est prêt dans les cartons. En fait, Apple, bien en amont
de la sortie de l'iPhone et de sa construction, décide de figer la bêta. La bêta, on l'utilise depuis plusieurs semaines, elle est très stable. Elle est installée, donc c'est une version avancée de la bêta, ce n'est pas la première version, mais proche de la Golden Master, de la version finale. Et elle est installée au moment de la production des téléphones en usine. Et sachez que les ouvriers en fin d'assemblage n'ont pas besoin d'avoir le système pour vérifier que le téléphone marche. Ils ont leur propre système de leurs propres outils de test qui passent au crible tous les composants du téléphone. Bref, Apple préinstalle une version d'iOS bêta, qui n'est pas dans les faits la version ultime, qui sera distribuée massivement en septembre lorsque l'iPhone sera là en principe en même temps que l'iPhone 14 en magasin. Et en cas de nécessité, au moment où l'utilisateur l'allume et qu'il est nécessaire de corriger des bugs, l'iPhone, une fois acheté et lors de son premier démarrage, proposera tout simplement une mise à jour pour corriger les éventuels problèmes levés par les bêta testeurs durant les semaines qui ont suivi la mise en production de l'iPhone. Moi, je n'ai pas relevé de choses particulières ces dernières semaines. Alors, un iPhone 15, attendez, alors il y a beaucoup de questions, tant mieux, merci en tout cas de toutes ces questions. Si l'iPhone SE reprend le style des iPhone 12 et 13, cela expliquerait pourquoi il n'y a pas eu d'iPhone 14 mini. Oui, c'est une piste, sachant que les iPhone SE généralement sont mis à jour autour du mois de mars, donc ils avaient le temps quand même. Donc voilà, vous savez qu'Apple, c'est toujours des cycles, des habitudes, bizarrement, toujours des annonces le mardi. Voilà, cette semaine, l'Apple Event n'a pas lieu un mardi, un mercredi, parce que c'était une journée fériée, mardi dernier, c'était la journée du travail. Voilà, mais l'iPhone SE 3, c'est pas pour tout de suite, il vient d'être mis à jour au printemps, l'iPhone SE 2. Avez-vous l'easter egg à la fin de la keynote entre les deux logos de fin, l'image du métro style VR, teaser casque VR Apple? Oui, alors c'est un extrait d'une série qui s'appelle Severance sur Apple TV+. C'est une super série, d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Il y a vraiment de très très bonnes séries. Il n'y a pas une floraison de séries comme il peut y avoir sur Netflix ou sur Amazon ou sur Disney+, mais il n'y a pas beaucoup de séries, mais elles sont toutes, je trouve, de très très bonne qualité. Et effectivement, on voit arriver une personne qui est dans un métro, qui est l'héroïne de Severance, et puis elle clignote comme si elle était en réalité augmentée, réalité virtuelle. Est-ce que c'est un easter egg, comme on dit? Est-ce que c'est un message caché pour teaser sur l'arrivée d'un futur produit? Voilà, seuls les décideurs d'Apple nous le diront, mais après, qu'on ne me dise pas qu'Apple n'instrumentalise pas la rumeur, ça c'est un bon exemple. Un iPhone 15 Ultra l'année prochaine, c'est ce dont parle Ming-Chi Kuo ce matin. Effectivement, encore une fois, Ming-Chi Kuo, il a fini toujours par avoir raison, puisque sur l'année, il se contredit, il revient, etc. Mais oui, l'augmentation de l'iPhone fait partie des rumeurs récurrentes. Et on sait qu'il y a des téléphones sur Android qui sont bien plus grands, on pense à certaines phablettes de chez Samsung, que l'iPhone tel qu'il est aujourd'hui, l'iPhone Max en tout cas. Où peut-on trouver cette boutique? Le Reefer, vous tapez Reefer Apple Store et vous trouvez ça directement sur Google. Alors, non, j'ai pas couvré l'easter egg. Alors, l'easter egg, vous pouvez le voir que si vous avez vu la vidéo en direct sur le replay. Malheureusement, Apple l'a enlevé. C'est des petits malins. Et oui, jusqu'au bout, ils instrumentalisent la rumeur. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'iPhone sur le Reefer en France. Non, il y en a, mais il faut se lever tôt le matin. Voilà, ils disparaissent très vite. C'est tout. Pensez à vous connecter régulièrement. J'hésite entre le 128 limité en ProRes 1080p et le 256 ProRes 4K. Alors j'imagine que c'est le 14 Pro dont vous me parlez, Rico Sama. Je n'ai pas besoin de plus de 128 Go, mais psychologiquement, je me sentirais mal. Je pense qu'à la revente, un 256 Go se vendra mieux, non? Oui, si votre portefeuille vous permet de prendre un 256 Go, c'est mieux. 128 Go avec la vidéo 4K, voire 8K aujourd'hui, avec du ProRes, effectivement, sans parler de tous les usages que vous pouvez avoir par ailleurs. Donc n'hésitez pas. Une question concernant un iPhone pliable. Alors, évidemment, tout a sauté sur mon ordinateur, donc on va remonter beaucoup de questions. Alors, je reviens, excusez-moi. J'ai perdu la ligne. Alors, où êtes-vous? Voilà. Voilà. Au fond, c'est une question de Jean-Loup. Au fond, personne ne croit à un iPhone pliable un jour? Si. Apple a pris l'habitude depuis des années de ne plus évangéliser un marché. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle techno de pointe, que le marché n'est pas mature, on l'a vécu par exemple il y a, ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître avec le Newton, quand Apple a sorti le premier
Message Pad, l'ancêtre de l'iPhone, l'ancêtre de l'iPad avec tactile, la reconnaissance d'écriture, c'était révolutionnaire. Mais le marché n'était pas mûr, la technologie n'était pas mûre. Quand Samsung a sorti son premier écran pliable et ces téléphones Samsung, ils n'étaient pas matures. C'était une démonstration technologique. Il y a eu des problèmes de production, etc. Et c'est normal, il faut du temps. Et Apple, depuis l'échec du Newton et le retour de Steve Jobs en 97, a instauré une règle, on ne lance pas une techno si elle n'est pas mûre. On ne lance pas une techno si elle ne peut pas apporter une valeur ajoutée à un client, si le client n'est pas convaincu et qu'elle apporte ce critère de qualité qu'exige Apple. Tout ça, ils ont réussi à le faire avec l'iPhone. L'iPhone, ce n'était pas le premier smartphone. L'iPhone, ce n'était pas le premier téléphone à écran tactile, mais c'était le premier téléphone avec un écran multipoint. Et là, elle était là, la vraie avancée technologique, parce qu'il n'y avait plus de pointeur, plus de stylet, il y avait juste les doigts, et elle était mature, cette technologie. Et en plus, ils en avaient quasiment l'exclusivité pendant 2-3 ans, donc ils ont fait leur trou par rapport à Android à ce moment-là. L'écran pliable, aujourd'hui, arrive à maturité. Maintenant, là. Donc on pourrait se dire, Apple, pourquoi pas l'utiliser. Certains chroniqueurs dans Fait le Mag, je pense notamment à Christophe de Grave, qu'on salue, nous disent, moi en tant qu'aficionados d'Apple, la pliure que je vois en permanence sur l'écran, je peux pas. C'est une question de... Moi, ça ne me choque pas, mais c'est effectivement, dans les critères de design d'Apple, c'est une chose qui n'est pas dans l'ADN d'Apple. Est-ce qu'ils vont aller au-delà de ça? S'ils vont au-delà de ça, ils vous proposeront effectivement un téléphone pliable à terme. Il n'y a pas de raison. Pourquoi même un iPad pliable? On peut rêver, mais bon, voilà. La vraie question pour Apple concernant l'écran pliable, elle est double. Elle est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, les fabricants d'écrans pliables ont la capacité de production de fournir 60 millions d'exemplaires d'écran par trimestre? C'est en gros ce que vend Apple en iPhone chaque trimestre. Et croyez-moi, aujourd'hui, à mon avis, non. Donc la première question, elle est simple. Et puis, est-ce que le concurrent direct, Samsung, est prêt à valoriser son concurrent? C'est là tout le... Voilà. Donc quand il y aura beaucoup de constructeurs d'écrans, comme c'est le cas pour l'iPhone aujourd'hui, beaucoup, il y a LG, etc., qui pourront proposer en grande quantité ces écrans pliables, ils arriveront en masse. Et là, Apple aura l'embarras du choix, il pourra aussi faire baisser les prix. L'autre question qui fait que peut-être qu'Apple est un peu réticent à sortir un écran pliable, c'est que si vous sortez un iPhone grand modèle, le Max, qui serait l'équivalent du Z Fold 4 en écran pliable, ben ça devient un iPad. Et là, vous tuez le marché de l'iPad. Et là, il y a un vrai problème. Donc, il y a des arbitrages qui vont être faits. Apple a eu le courage en son temps, lorsqu'ils ont sorti l'iPhone, d'avoir conscience qu'ils allaient tuer l'iPod, ce qui n'est pas toujours évident de se dire je sors un produit qui va tuer ce qui constitue aujourd'hui ma vache à lait. Quand l'iPhone est sorti, ce qui faisait vivre Apple, c'était les Mac un petit peu, c'était beaucoup l'iPod. Mais ils avaient conscience que s'ils ne le faisaient pas, eux, un jour ou l'autre, un concurrent serait arrivé, aurait sorti l'équivalent d'un iPhone et aurait tué l'iPod. Donc, ils ont eu le courage de le faire. On aura la réponse dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Allez, autre question, on a beaucoup. Euh, euh, quand on voit le prix des iPhone 14, AirPods et la Watch, j'ose pas imaginer l'iPad Pro et les MacBook Pro en octobre-novembre. Alors, il faut savoir une chose quand même, c'est qu'Apple est quand même capable de faire un effort sur les prix quand c'est vraiment des produits très stratégiques. On sait que l'iPhone a une capacité d'attraction très grande et que notamment sur les modèles Pro, les gens sont prêts à mettre la main à la poche, malheureusement, et notamment en Europe. Quand ils sortent un produit où ils sont un peu moins leaders, alors l'iPad Pro, ce n'est pas le cas, mais je pense notamment l'année dernière, on en parlait récemment avec Laurent Pantanach, des HomePod mini. Les HomePod mini sont moins chers en Europe qu'aux États-Unis parce que 99 €, 99 $, si vous rajoutez la TVA, 99 $, ils coûtent plus cher aux États-Unis qu'en France. Voilà, parce qu'aux États-Unis, les prix sont affichés sans TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des produits où ils arrivent, où ils considèrent qu'ils ne sont pas les plus compétitifs, où il y a énormément de concurrence, sur le secteur des enceintes notamment, où on trouve des Amazon Alexa pour quelques dizaines d'euros. Là, ils font attention. Comme quoi, ils sont capables de faire des entraves et à leurs règles de la sacro-sainte marge. Et c'est pour ça que je garde espoir que Apple nous sorte des produits parfois un peu plus accessibles. iOS 16 sort quand pour le grand public exactement? Donc là, moi, j'ai installé la dernière mise à jour qui est parue avant-hier, en même temps que la keynote d'Apple, de mémoire. Elle devrait sortir le jour de la sortie de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, logiquement, soit vendredi prochain, si tout va bien, ou dans la nuit de jeudi à vendredi. On aura le choix, à moins qu'Apple nous le sorte plus tôt. Je vois que Nicolas nous dit lundi pour iOS 16, on verra. Vaut-il mieux précommander ou on peut attendre jeudi pour se rendre en Apple Store? Alors, si vous habitez dans une zone où vous avez la chance d'avoir un Apple Store,
Vous aurez certainement l'opportunité d'en avoir, mais vous n'aurez pas tous les modèles, vous n'aurez pas toutes les couleurs, vous n'aurez pas tout le... Voilà. Donc, il faut vraiment aller très tôt. Donc, je vous conseillerais plutôt de précommander. Il n'y a plus l'engouement comme il y avait il y a quelques années. Souvenez-vous, chaque fois qu'Apple sortait un iPhone, il y avait des gens qui passaient la nuit devant les boutiques d'Orange à l'époque ou des Apple Store. C'est moins le cas aujourd'hui, mais voilà, il y a quand même des problèmes de production, il y a quand même des problèmes euh, de déficit de composants. Mais il est évident qu'Apple se réserve ces modèles pour leur propre magasin plutôt que des magasins de revendeurs ou Fnac ou j'en passe. J'ai acheté le 11 Pro 256 Go à sa sortie à 1329 euros, remisé 230 euros avec les cartes cadeaux Fnac. L'équivalent est là à 1459 euros, mais l'ancienne Fnac ne propose plus de cartes cadeaux double peine. Oui, bah alors là, c'est une stratégie. Alors, est-ce qu'il y a des accords entre Apple et la Fnac pour les cartes cadeaux? Est-ce que voilà, on sait qu'Apple n'aime pas trop qu'on touche à ses prix, hein. Donc, ils sont très exigeants. Ils vont très loin ils ont un droit de regard très loin dans ce que font les revendeurs. Mais ça, encore une fois, c'est une question qu'il faut poser à la Fnac. Euh, les iPhone SE3 seront designés comme les XR, nous dit Six Kisk. Bah, écoutez, on verra au mois de mars de l'année prochaine. Bonjour, j'hésite entre le 14 Pro et le 14 Pro Max. J'ai peur que le Max soit vraiment grand au quotidien. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, c'était exactement mon cas pendant presque 3, 4 ans, 5 ans. Depuis que les modèles Plus sont sortis, j'ai toujours privilégié les grands écrans plutôt que le petit écran, hein, de l'iPhone. Et puis, l'iPhone 6,1 pouces est arrivé, qui était quand même beaucoup plus grand que le 4,7 qu'on avait avant. Et j'ai eu pendant 2 ans, effectivement, les XR, les XS Max et les 10 Max. Et pour moi, c'est trop grand. Voilà. Pourtant, j'ai des petits problèmes de vue, je vieillis un petit peu, j'ai besoin de lire, il faut des gros caractères. Eh bien, moi, je suis revenu à la version 13 Pro. Le seul argument, moi, que je trouvais au 13 Pro Max, c'est qu'il avait effectivement un stabilisateur optique meilleur pour la vidéo. Et pour ce point-là, si vous fallait faire la vidéo, vous allez me prendre un Max. Maintenant, le stabilisateur et les efforts en matière d'action, vous avez vu la nouvelle fonction d'action caméra, elle est également sur le petit. Donc moi, je vous conseille plutôt le petit, mais c'est une affaire de goût, encore une fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller en magasin, de le tester. Moi, je suis très maladroit, je fais tomber mes téléphones. Et les 14, quand ils tombent, le gros, ça fait du dégât. Alors, je cherche, parce qu'il y a beaucoup de questions, alors j'essaie de faire le tri. Alors, il y a trop de questions, c'est fou. Alors, attendez, je remonte parce qu'évidemment, YouTube nous met 120 questions d'un coup. La catégorie iPhone a été supprimée du refurb, Olivier. Il n'est pas, il faut de faire le pied de grue. Bah, elle a été supprimée, mais elle revient. Elle revient et les iPhones reviennent de temps en temps. Donc voilà, elle est supprimée quand il n'y a plus d'iPhone. Alors, la catégorie iPhone a été... Ouais, très bien. Bonjour, on en parle du nom Dynamic Island. Je le trouve super stylé et tellement bien intégré, c'est bluffant. Alors, je trouve le nom très bien. Le Dynamic Island, c'est la fameuse petite pilule que vous voyez à l'écran. Elle n'a pas été traduite en français. On pourrait l'appeler l'îlot dynamique, hein, en français. Mais c'est juste, moi, je trouve la plus belle avancée qu'avait fait Apple en matière de UI, d'interface utilisateur et de design depuis des années. Et comme nous disait si bien Laurent lors du live, comment faire d'une faiblesse une force, hein, ce petit poinçon et cette pilule disgracieuse qui faisait tache au sommet de l'écran, comparé au Samsung où il y a juste un petit trou. On en fait une force en jouant avec cet objet physique, en étant le cœur des notifications de l'iPhone, et j'ai trouvé ça relativement bluffant. Moi, ça m'a fait un effet waouh. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un effet waouh avec Apple. Et pour une fois que ça m'arrive depuis longtemps, je ne vais pas m'en priver de le dire. Et j'en suis super. Je trouve ça effectivement super stylé. Bravo Florian. Essayez de faire des phrases correctes pour qu'il puisse comprendre le premier coup, s'il vous plaît. Oui, n'oubliez pas qu'il est en live, effectivement, parce que les questions, des fois, c'est pas évident. Bonjour, c'est grâce à vos conseils que je me suis procuré un MacBook Pro 16 pouces, M1 Max 64 Go. Je suis donc suspendu à vos lèvres sur votre avis de l'iPhone 14 Pro. Alors, on attend de l'avoir quand même en main, mais on essaie de répondre aux questions plus générales. J'hésite. Oui, pour l'acheter, ma batterie est à 86%. Je trouve qu'elle me tient moins bien qu'avant, donc je vais
Je ne sais pas quoi faire vraiment. Alors, quelqu'un les prix en Suisse, effectivement, les prix en Suisse sont un peu moins chers pour des questions de TVA également. Si vous habitez en Suisse, profitez-en. Normalement, quand vous revenez en France, il faut payer la TVA en rentrant sur le territoire. C'est la loi, hein, au niveau de la douane. Voilà. Bonjour, le 14 Pro Max m'intéresse beaucoup car je souhaiterais passer d'Android à iOS. Bienvenue. Vaut-il mieux attendre l'iPhone 15 avec USB-C car je voudrais utiliser mes câbles USB-C? Alors, très honnêtement, alors moi, je trouve scandaleux aux Olmos qu'Apple continue à utiliser du Lightning. Quand on fait du ProRes et qu'on veut, ou du ProRAW et qu'on veut transférer des images en Lightning, qui a le débit bien inférieur à celui de l'USB-C, c'est casse-pied. Mais force est de reconnaître que moi, ça fait des années que je ne branche plus, sauf aujourd'hui parce que j'avais plus de batterie et que je me suis branché sur mon Mac, quasiment plus le câble filaire pour les échanges de données. Moi et l'ensemble des équipes de Refait le Mac, on est vraiment des aficionados d'AirDrop. Vous savez, ce système sans fil qui est vraiment génial, hein, entre les iPads, entre les iPhones, entre les Macs, pour échanger des fichiers qui sont même pas forcément sur le même réseau Wi-Fi. Ça marche super bien. Si vous avez un réseau Wi-Fi un peu costaud comme nous, on a cette chance d'avoir en Wi-Fi 6, on échange des gros fichiers très facilement. Donc, c'est un frein, c'est certain. La vraie question, c'est, moi je me demande, je serais même un peu provocateur, c'est est-ce que l'année prochaine, il y aura un port sur l'iPhone? Est-ce que il faut regarder ça de près? Est-ce que la Commission européenne va vraiment obliger d'avoir un port? Elle oblige, s'il y a un port, que ce soit un port USB-C, mais est-ce que l'année prochaine, Apple ne va pas carrément supprimer le port et monter en puissance avec le MagSafe et le reste des réglages se feront sans fil? Ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour nous qui utilisons beaucoup l'iPhone pour filmer, pour brancher des micros dessus, donc on a besoin de prises. Mais c'est une piste qui est souvent donnée par les liqueurs de tout poil. On aura la réponse. Donc, faut-il attendre l'iPhone 15 pour l'USB-C? Très honnêtement, non. Faut-il attendre l'iPhone 15 pour d'autres fonctions plus intéressantes? Encore une fois, les câbles, je vous dis, entre ma voiture, enfin moi je charge en sans fil avec MagSafe aujourd'hui. Mais c'est encore une fois mon opinion toute personnelle. Alors, voilà, c'est ce que dit David Alexandre. L'année prochaine, USB-C ou uniquement charge sans fil sur les iPhone 15, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, j'avance. Question d'Olivier Batteste. C'est bien de pouvoir suivre la température pour les femmes et j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas mettre ces corrections dans l'appli santé en cas de casse ou de perte pratique. Alors, je ne comprends pas la question. Si la question est de dire est-ce que alors, la fonction de température sur l'Apple Watch, là il s'agit de l'Apple Watch, est arrivée, elle est très pratique pour calculer les cycles, effectivement, de menstruation notamment, le moment d'ovulation, c'est assez utile hein, pour prévenir, pour pouvoir avoir un enfant. Mais c'est aussi valable pour les garçons, pour savoir s'ils ont la température, tout simplement. Donc, ce n'est pas que pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est lundi pour iOS 16, très bien. Bon, on va voir, le 12 septembre, autant pour moi. Plutôt iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, la taille au quotidien d'un Max est-elle dérangeante? Moi, personnellement, je trouve ça trop gros. Mon ami Laurent, lui, ne jure que par le Pro Max. C'est à vous c'est une question de goût, c'est une question voilà, c'est quand même un sacré pelle à tarte, hein, le Pro Max. Med Scali, je suis d'accord, la principale nouveauté est l'effet wow sur les iPhones et le Dynamic Island. Effectivement. Alors, je suis sur un 13 Pro Max et j'hésite pour le 14 Pro Max. Très honnêtement, qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter de plus? Très honnêtement, hormis le plaisir d'avoir le dernier modèle, on a le droit de se faire plaisir. Chaque année, on change. On est un peu aidé par Apple, il faut bien l'avouer. Donc, on ne les paye pas. Hein, on refait les Mac, des iPhones, donc c'est assez pratique. Mais parce qu'on se doit de faire la veille technologique, donc c'est aussi logique d'avoir le tout dernier. Mais est-ce que la fonction de Dynamic Island va suffire à vous faire basculer? Est-ce que le gain que vous allez avoir en photo, etc., suffira? De manière générale, à chaque conclusion d'émission, on ne conseille pas de passer de la génération précédente à la nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui le font parce que c'est des amoureux de la technologie hein, et qui veulent avoir la toute dernière version et ils se font plaisir comme ça. C'est leur caprice annuel. Je pense à Monsieur X notamment qui fait ça chaque année et qui casse son PEL chaque année pour acheter un nouvel iPhone. Mais ce n'est pas nécessaire, très honnêtement. Alors, il y a notre ami. Ah là là, il y a beaucoup de questions. Alors.
Alors, il faut remonter encore une fois parce qu'il m'a remis 12 questions. Excusez-moi, hein, je remonte, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais être obligé d'en sauter, je suis désolé. Pourquoi ne pas avoir une autonomie plus importante sur la Watch Ultra? Garmin le fait bien avec ses 150 heures. Effectivement, c'est l'argument choc de Garmin, hein. L'Apple Watch Ultra, hein, c'est la version tout-terrain, la version qui va sur tous les, tout le tout-terrain, hein, et qui devrait correspondre à ceux qui font des sports un petit peu extrêmes, les marathoniens, qui font du trek, qui font du triathlon, j'en passe. Et c'est tous ces aficionados de ces sports un peu extrêmes ou très exigeants en batterie n'utilisent pas l'Apple Watch parce que la batterie ne suffit pas pour faire concrètement, quand vous écoutez la musique, vous allumez le GPS et vous lancez une application, c'est difficile de finir un marathon. Alors il faut être très très bon. Pourquoi pas autant? C'est encore une fois une question qu'on posera à Apple. On a normalement, j'espère, je n'ai pas de nouvelles d'Apple. On salue la responsable de la com d'Apple, savoir s'il y aura un product briefing la semaine prochaine. Et on en posera bien sûr la question à ce moment-là. Est-ce que les coques 13 Pro Max seront valables pour le 14 Pro Max? A priori, non. Alors, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'acheter le 14 Pro si on a déjà le 13 Pro? J'ai répondu, je crois, à la question. À la limite, si vous prenez un Pro Max, ça fera du changement, mais la question, franchement, je ne pense pas. Mais on a le droit d'être amoureux de la techno et se faire plaisir, hein. Vous avez le droit. Alors, moi je trouve juste un peu dommage qu'à chaque keynote, ils ne jouent pas sur le côté accessibilité, car nouveau accessibilité, c'est les meilleurs aujourd'hui. Alors, l'accessibilité, effectivement, c'est la fonction mise en avant par Apple depuis des années, hein, depuis quasiment que le macOS 10 existe, pour permettre aux personnes qui souffrent d'un handicap de pouvoir utiliser leur matériel, qu'ils soient malentendants, non-voyants, ou qui aient des difficultés à se déplacer, ou des difficultés à saisir au clavier. Et c'est vrai que Apple a fait un gros effort, il ne le dit pas assez, notamment dans iOS également, pour permettre ces usages et simplifier ces usages pour les personnes qui ont des difficultés au quotidien pour pouvoir les utiliser tout simplement. Ils n'en font pas la promo. Bon, c'est plutôt. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On pourrait se dire qu'il serait peut-être maladroit de faire la promo d'une fonction qui fait le malheur de certains. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que Google l'a entendu puisqu'il commence, depuis plusieurs années maintenant, à implémenter ces fonctions et à rattraper leur retard. Euh, Au niveau UI, ils ont fait très fort avec ce Dynamic Island, très bien. Et effectivement, Réside TV, je suis d'accord. Est-ce que, question de Sébastien, est-ce que ça ne va pas prendre les traces de doigts, ce Dynamic Island? Ben forcément, il y a juste les caméras à cet endroit-là, donc ça va prendre des traces de doigts. Encore une fois, on le verra à l'usage. Alors, le point noir de l'iPhone, c'est la batterie ainsi que la fragilité. Euh, oui et non. La batterie, moi je trouve que c'était son point noir sur des versions précédentes où Apple privilégiait le design et affinait effectivement chaque année la batterie. Là, je pense qu'on arrive avec le 13 Pro, même avec le 12, on était arrivé quand même vraiment à un palier où on peut largement tenir la journée, voire une journée et demie avec un usage intensif. Donc non, je ne dirais pas que la batterie, c'est son défaut. En revanche, la fragilité, c'est un produit qui est intégralement en verre, hein, et en aluminium, qui est très dense. Donc effectivement, si on le fait tomber, ça fait du dégât. Et c'est pour ça que les fournisseurs de housses font fortune. Tant mieux pour eux, et Apple en profite également. En revanche, c'est le cas de la plupart des téléphones haut de gamme, hein. Il n'y a pas des téléphones plus solides que l'iPhone, hein. Surtout si vous prenez un téléphone pliable, hein. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner de faire tomber un téléphone avec c'est comme faire tomber un portable avec son système de charnière. C'est pas bon non plus. Donc c'est vrai que c'est le point faible de ces téléphones qui sont assez fragiles de par la nature de leurs composants. L'aluminium pour la légèreté et pour le recyclage. Le verre parce que c'est le propre de la charge d'induction au dos, et les écrans capacitifs, les écrans multitouch ont besoin de verre et pas de plastique parce que le plastique manque de réactivité. Allez-vous changer personnellement de l'iPhone? Oui, parce qu'on se doit de faire de la veille technologique chaque année et de pousser le téléphone au bout, hein. C'est notre métier de tester les produits. Donc on est obligé, c'est terrible, hein, pour nous, vous imaginez, d'avoir la dernière version. Et pour être transparent avec vous, chaque année, Apple fournit, on refait le Mac, un exemplaire de téléphone que l'on garde un an et qu'on rend l'année après, et on le remplace par le nouveau modèle. Voilà.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a cette chance-là. Bon, après, il y a d'autres, il y a des, il y a d'autres journalistes qui en ont plus, hein, mais voilà, nous, ça fonctionne comme ça. Euh, mais en revanche, je parle de l'accessibilité, mais je trouve que c'est un peu con de pas du tout en parler en vérité dans leur keynote, ou même d'acter leur com sur ça, car il y a un réel marché de la demande. Oui. Alors, autre question de 626. Il y a beaucoup de questions. On devait faire 10 minutes, on est déjà à plus de 40 minutes, hein, je suis désolé en régie. The Honor View 20 et Huawei avaient fait la même chose que le Dynamic Island, mais en moins évolué. Oui, ils avaient fait la même chose. Ouais, enfin beaucoup moins évolué quand même, hein, il ne faut pas exagérer. Là, on voit encore une fois, comment dire, l'avantage qu'a Apple sur la concurrence. Pourquoi c'est plus spectaculaire? Pourquoi ça fait cet effet wow? Parce que pour pouvoir parvenir à cet effet wow, il faut concevoir du matériel d'un côté et du logiciel de l'autre. Il faut être maître du système et du matériel. Et là, on voit la complémentarité des deux univers. Et aujourd'hui, sur le marché, si un fabricant d'Android voudrait faire ça, il faudrait qu'il travaille main dans la main avec Google et qui personnalise le système, et c'est assez compliqué. Alors peut-être que Google pourra le faire sur ses pixels dans les années qui viennent, mais c'est pas non plus son boulot que de vendre des téléphones, aujourd'hui en tout cas. L'iPhone 14 m'a donné envie de changer pour un iPhone 14 Pro Max pour remplacer mon 12 Pro Max. Et oui, dommage pour l'USB-C. Ben oui, dommage pour l'USB-C, il serait temps qu'Apple s'y mette. Comment on active le centre de contrôle sur l'iPhone 14 Pro Max? Ben, le centre de contrôle, si vous parlez de ça, il suffit de faire descendre le petit doigt et j'ai mon centre de contrôle. C'est ça dont vous parlez? Voilà, c'est aussi bête que ça. La nouvelle pilule sur l'iPhone, j'espère que ça ne va pas finir comme la Touch Bar avec une absence de suivi des développeurs. Je ne sais même pas si c'est ouvert aux devs. En outre, sont en accès en haut. Alors oui, c'est ouvert aux devs, bien sûr, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et ça n'a rien à voir avec la Touch Bar. Rien. C'est-à-dire que là, la Touch Bar, quand je l'ai vu arriver, je n'ai pas compris l'intérêt d'une touch bar. Mettez un écran tactile, mais une touch bar. Là, on comprend qu'ils sont obligés de glisser des composants. Pour conserver Face ID, il faut conserver ces composants au sommet. On ne peut pas les réduire. Qu'est-ce qu'on fait? On garde l'encoche qui est si décriée, mais moi, je l'ai oublié, mais bon, c'est vrai que quand on regarde un film, de temps en temps, on dit tiens, c'est un peu disgracieux, ou on trouve une solution. Et là, on voit elle est vraiment implémentée au cœur du système. Même sur ma bêta aujourd'hui, les notifications, elles apparaissent comme si j'avais la Dynamic Island. D'ailleurs, je trouve que ça jure un peu par rapport ici à ma petite encoche qui est en haut. Donc là aussi, comment elle va cohabiter avec les encoches, c'est la vraie question. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plutôt ceux qui ont les anciens modèles qui vont être un peu gênés par ce nouveau mode de notification parce que l'encoche, elle est au niveau où se trouve quasiment la pastille et donc ça nous fait descendre la notification. Je trouve ça pas très, très, très élégant, mais ça reste encore une bêta, ça peut évoluer. Donc je ne pense pas que ça soit abandonné par Apple, au contraire. Ça va être vraiment le cœur et ça va se généraliser sur toute la gamme. Alors, moi, je filme avec mon iPhone et je suis bien content d'avoir des batteries externes en câble, bien sûr, mais évidemment. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'Apple va conserver le connecteur, encore une fois. Difficile de faire du SAV sans port. Non, c'est pas difficile, ça existe. Alors, regardez l'Apple Watch, sans port. Surtout qu'il y a un petit port matériel, mais ils le feront, ils en mettront un petit port matériel propriétaire. Alors, surtout qu'ils dans cette keynote, ils ont bien insisté sur les eSIM. Donc, pour les prochaines années, je pense qu'il y aura un iPhone portless. Oui, c'est possible, mais c'est vrai que l'eSIM, c'est aussi la grosse surprise cette année. Aux États-Unis, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Vous n'avez pas un modèle avec un lecteur de carte SIM, ce qui n'est pas le cas encore en Europe, parce que l'ensemble des opérateurs n'ont pas encore adopté en masse. Mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les opérateurs mobiles, hein, qui risquent à terme avec Apple de perdre le lien direct qu'ils avaient avec leurs clients, puisque la carte SIM, c'était la propriété de l'opérateur et garder un moyen de garder le client. Là, il n'y aura plus de lien physique. Si vous avez un problème de carte SIM, vous n'irez plus à votre boutique Orange ou Free ou Bouygues ou SFR. Vous allez tout simplement regarder dans les entrailles de votre iPhone. Ils ont réussi à enlever le mini jack, à voir. Effectivement, ils ont déjà enlevé le mini jack. On en revient toujours à l'USB-C. Voilà, surtout qu'il s'est passé un truc cette année, nous dit Vincent Vinel.
historique. C'est la première année qu'on a des iPhones au-dessus de 1 000 €. Alors, c'est pas la première année qu'on a des iPhones au-dessus de 1 000 € parce que les modèles intermédiaires étaient beaucoup plus chers. C'est la première année qu'on a un iPhone au-dessus de 2 000 €. Ça, oui. Si vous prenez le haut de gamme, un iPhone 14 Pro Max avec toutes les options, oui, il n'y a plus d'intérêt. En revanche, effectivement, en entrée de gamme, effectivement, c'est la première fois qu'on a. C'est quand même un sacré chiffre symbolique, hein. Euh, Faut-il racheter les coques? Oui, mais comme chaque année, malheureusement. Vous savez que les iPhone 14, notamment, ont ici derrière une propubérance pour notamment le 14 Pro plus importante. Rien que ça. Et puis, chaque fois, les boutons bougent un petit peu. Ils ont le même design, mais qui ressemble beaucoup d'une année sur l'autre. Mais à l'intérieur, les composants ont pas mal bougé, hein, et donc ce qui explique que les boutons bougent de quelques millimètres. Je suis en eSIM avec Orange depuis un moment et c'est top, je trouve effectivement. Et là, on pourra avoir en plus, nouveauté cette année, plusieurs SIM, plusieurs eSIM, plusieurs lignes. Et ça, c'est vraiment top. On pourrait avoir une ligne Orange, une ligne Free, et puis, ou une ligne étrangère. Enfin, voilà, mais pas physique. Le smartphone et le système d'exploitation parfait n'existent pas. iOS ou Android, c'est une affaire de goût. Mais alors, franchement, l'encoche et le pseudo-amélioration sur les iPhone 14 Pro, fou. Alors, parler de Dynamic Island. Écoutez, moi, j'ai eu un effet ouais, je suis navré, hein, de vous contredire. Et je crois que la tendance générale est plutôt de dire que c'est un effet wow. C'est beau, c'est élégant, c'est dynamique, c'est original. Ça fait. Moi, depuis que. Et puis, de manière générale, la nouvelle version d'iOS, je la trouve vachement bien, quoi. J'ai pris du plaisir à rallumer mon iPhone alors que j'étais un peu blasé depuis des années. iOS ne me faisait pas forcément rêver. Là, en termes d'interface, il y a enfin un peu de fraîcheur. Euh, alors, pour une première Apple Watch, quelle version recommandez-vous? La 6, la 7 ou la 8? Pour une première version d'Apple Watch, je vous conseillerais une Apple Watch SE, tout simplement, qui est une super affaire. Elle est autour de 250 €, je ne vais pas dire de bêtises. Si je ne me trompe pas, on va aller regarder sur le site d'Apple. Mais je vous conseille plutôt une Apple Watch SE. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de temps, pour le même prix, vous avez une Apple Watch Series 3, qui était vraiment un modèle dépassé avec un écran digne d'un timbre-poste. Là, vous avez un écran quand même élargi. Vous n'avez pas le Always On Display, mais vous avez quand même le rythme cardiaque, vous avez le taux d'oxygénation du sang. Enfin, vous avez quand même des fonctions qui sont très évoluées, qui étaient jusqu'alors réservées à des modèles très haut de gamme. Mais là, le prix est vraiment canon. Et pour vraiment s'initier à l'Apple Watch, c'est vraiment pas mal. Alors, vous n'avez pas le Always On Display, vous n'avez pas les dernières fonctions de santé, notamment le capteur de température. Vous n'avez pas l'écran légèrement élargi qui fait que vraiment il est très très fin, donc il est plus petit d'un millimètre. Mais pour commencer, la SE2, c'est très bien. Et on va bientôt conclure, les amis, parce que on aura l'occasion de revenir plus en détail dès la semaine prochaine dans On refait le Mac, mais on va peut-être prendre une dernière question. Les photos 48 millions de pixels sont-elles enregistrées uniquement en mode HEIC, JPEG ou en RAW seulement, comme il me semble l'avoir compris? Merci. Moi, j'ai compris que c'était enregistré dans divers formats, mais on posera la question à Apple. Vous savez, chaque fois qu'Apple sort un produit, il nous, entre guillemets, picouse un peu, évangélise en faisant une démonstration avec un groupe de journalistes ou en one-to-one, et on peut leur poser des questions sur tous les détails. Donc, on remontera toutes les questions que vous nous avez posées aujourd'hui. Voilà. Pensez-vous à un retour d'un iPhone mini si les iPhone 14 se vendent moins bien que prévu? On verra. Je n'y crois pas. Généralement, Apple ne revient rarement sur ses décisions. Il y avait des rumeurs comme quoi Apple allait ramener la HomePod qu'ils ont supprimé. Voilà, s'il l'arrête, c'est pour une bonne raison. Mais le problème de l'iPhone mini, moi, je trouvais le concept plutôt sympa. Mon épouse adore ce téléphone parce que il est très compact, mais ce n'est pas un téléphone au rabais, hein. Elle a toutes les fonctionnalités de l'iPhone 13 normal. Dans la compacité, le vrai défaut qu'il y avait, c'était sa batterie. Le premier modèle, le 12 mini, on ne tenait pas la journée, très honnêtement. Même en n'ayant pas un usage intensif, c'était difficile. Le 13 mini a corrigé le défaut. Est-ce que la mauvaise réputation a continué? Est-ce qu'effectivement les ventes ne sont pas au rendez-vous? J'avais posé des questions à quelques opérateurs au printemps de cette année quand on a fait une émission sur les portraits robots et qu'on commençait à dessiner quelle allait être la gamme l'année prochaine et qu'il y avait déjà les rumeurs comme quoi l'iPhone 13 mini serait arrêté. Et les opérateurs nous disaient simplement, en ce moment, les iPhones, on vend tout.
En ce moment, les iPhones, on n'en a pas assez. Donc, on n'a pas réussi à vraiment dire que sa modèle se vend. Oui, le 13 mini se vend un peu moins, on en voit moins, effectivement, mais de dire que c'est un bid, je ne sais pas si c'est le bon terme. Maintenant, ils ont peut-être revu leur fusil d'épaule, parce que sachez que dans certains pays où c'est très important pour Apple, notamment les pays asiatiques, on ne jure que par les grandes tailles d'écran. Voilà. Donc, si on voulait une grande taille d'écran auparavant, il fallait prendre un 13 Pro Max ou un 14 Pro Max, qui était quand même un sacré prix. Là, on peut l'avoir de manière un peu plus accessible. Voilà. En tout cas, merci, mille merci d'avoir répondu si nombreux à ce petit Genius by ORLM improvisé à l'heure du déjeuner. Vous pouvez nous voir en replay du 8e épisode de Genius by ORLM. Vous nous retrouvez chaque semaine. On essaie de diffuser ça le mercredi. Cette semaine, vous n'en avez pas eu un parce qu'il y avait le live. Vous pouvez me poser vos questions à l'avance, si vous le voulez, dans les commentaires ici via Twitter et le compte On refait le Mac, ou par mail contact@onrefaitlemacom. Vous pouvez, si vous êtes membre VIP du club ORLM, me poser des questions via le Discord qu'on a mis en place, que nous avons déployé spécialement pour eux. Oui, je vous rappelle que On fait le Mac a ouvert son club ORLM. C'est une formule premium qui vous permet d'avoir On fait le Mac, les vidéos 24 heures à l'avance, l'émission phare, d'avoir le vendredi soir. Vous l'avez dès le jeudi soir en direct sur YouTube. C'est un abonnement qui va vous permettre donc de disposer 24 heures en avance et surtout de nous suivre en direct, ce qui est quand même sympa. Du coup, vous pouvez intervenir dans l'émission, poser des questions. On peut même passer des questions en vidéo. Vous pouvez intervenir dans On refait le Mac. Voilà, n'hésitez pas, mais pour cela, il faut vous abonner. Et puis, vous pouvez également venir ici, au Village Baïséa, au cœur de Paris, découvrir nos installations, venir visiter nos studios, participer en coulisses et suivre l'enregistrement d'une émission. On va faire quelques petites soirées avec les annonceurs. Donc, vous trouverez le lien pour vous abonner au Club RLM dans la description de cette vidéo ou en flashant le QR code qui ne va pas s'afficher parce qu'on ne croit pas qu'on l'ait prévu cette semaine. Voilà. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner tout court, tout simplement. Et je vous donne rendez-vous en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous et le petit pouce pour être prévenu en temps réel et la petite cloche pour être prévenu en temps réel que la mise en ligne est effective. Voilà, n'oubliez pas également nos petits goodies, les petits t-shirts, les petits mugs pour soutenir On refait le Mac, c'est super aussi. Vous allez voir, il y a plein de modèles, des polos, voilà, on s'est fait plaisir. Et en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous à chaud. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.